Rentable, fiable, innovant. Avec eux, ça risque de fluctuer. Mais soyez rassurés, vous serez en croissance sur le marché. Francis Gosselin, Philippe Richard Bertrand. L'économie, c'est sérieux. Mais prends pas ça pour du cash. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Francis Gosselin pour Prends pas ça pour du cash. Comme vous le voyez, encore une fois, le malheur s'acharne sur nous décidément. Philippe Richard Bertrand est malade. Il a une extinction de voix, ce qui quand même est un peu malheureux quand on fait de la radio et du balado. Et comble du malheur, un de nos trois invités de ce soir, Simon Debaenne, le président de chez Workleap, a aussi une extinction de voix. Donc c'est dans l'air. Faites attention à vous et je vais faire de même. Là, je vais aller me prendre une petite tisane après le balado pour m'assurer de préserver cet organe. Bref, je vais devoir donc malheureusement faire l'émission seul ce soir, mais vous êtes entre de bonnes mains. On a de très intéressants invités pour parler de sujets d'actualité économique. À propos, commençons peut-être avec une petite revue de ce qui s'est passé depuis qu'on s'est parlé la semaine dernière. Vous le savez, le Canada reconsidère l'achat des fameux F-35, les appareils de chasse américains fabriqués par Lockheed Martin. On en avait commandé 88 de ces appareils. Il y en a une quinzaine là, qui doivent être livrés dès l'année 2026. La somme totale là, qui devait être investie par le Canada, c'est 19 milliards de dollars. Mais donc, évidemment, avec tout ce qui se passe aux États-Unis ces temps-ci, avec les menaces d'annexion, avec la tentation de Donald Trump de peut-être sortir de l'OTAN, forcément, on regarde ailleurs, n'est-ce pas? Le Portugal a déjà annoncé qu'il n'allait pas considérer le F-35 pour renouveler leur flotte d'avions de chasse. Et donc, le Canada pourrait se retrouver à suivre certains de ses partenaires européens. D'ailleurs, l'entreprise suédoise Saab, les mêmes qui fabriquent les voitures à caractère européen. Donc, les Saab, qui sont à la base des fabricants d'avions, ont mis une petite page en ligne, là, je ne sais pas à quel moment, mais elle m'a été envoyée, une page qui troll essentiellement les Américains en disant la Suède et le Canada sont des amis, là, vous irez voir ça, et mettre de l'avant leur appareil qui est le Gripen, qui est un appareil là, qui ressemble un peu quand même au F-35, donc un avion de chasse européen, en remplacement évidemment de ces F-35. Saab fait aussi valoir que dans l'éventualité où le Canada souhaiterait s'approvisionner auprès d'elle, il pourrait fabriquer une grande partie de l'appareil au Canada, donc ce qui n'est pas du tout le cas pour les F-35. Donc, il y a quelque chose là, qui est vraiment en train de se jouer du côté militaire. En parenthèse, d'ailleurs, vous l'avez peut-être vu ou entendu, mais l'Europe est vraiment là, sur le pas de guerre. On a annoncé là, jusqu'à 1200 milliards, là, 1,2 billion de dollars de nouveaux investissements militaires au cours des prochaines années. L'Allemagne, qui est un des pays les moins endettés de l'Europe, ils ont un ratio de dette sur PIB d'environ 60%. Ils avaient historiquement un plafond, là, ils ne pouvaient pas s'endetter énormément. Ils ont fait sauter le plafond, donc il ne serait pas exclu là, que l'Allemagne se remilitarise à vitesse grand V. Et donc tout ça est évidemment fascinant là, du point de vue économique, c'est-à-dire où est-ce qu'on va faire fabriquer ces nouveaux appareillages, où est-ce qu'on va faire cette recherche-là. D'ailleurs, M. Carney, le temporaire nouveau premier ministre du Canada, a fait plusieurs annonces. On sait que tout de suite après avoir été nommé premier ministre là, par le Parti libéral, il a fait une petite tournée en Europe. Il est allé voir M. Macron en France, M. Starmer en Grande-Bretagne et le roi Charles III. Il s'est arrêté au retour là, par le nord du Canada, donc au Nunavut, et de là, il a fait un certain nombre d'annonces, toujours dans le domaine de l'investissement militaire, donc déjà près de 1,5 milliard de dollars pour sécuriser l'Arctique, donc il va y avoir du personnel qui va être placé là-bas. S'ajoute à ça environ 250 millions de dollars pour construire des résidences dans le nord du Canada, donc ça va être aussi très intéressant, puis ça va bénéficier aux populations locales. Et finalement, on a choisi un prestataire là, de services australien pour un système de radar qui va être installé pour scanner l'Arctique et protéger l'Amérique du Nord. Un investissement donc de 6 milliards de dollars qui s'ajoute là, aux dépenses militaires canadiennes. Donc on voit que M. Carney, là, avant même d'avoir parlé à Donald Trump,
place ses pions, cherche à crédibiliser le Canada sur plusieurs points de vue géopolitiques, diplomatiques et militaires. Et donc, ça va être très intéressant. D'ailleurs, selon toute vraisemblance, là, au moment où on enregistre le balado, il y aurait des élections fédérales canadiennes qui seraient déclenchées ce dimanche. Là, donc, des élections vraisemblablement, je crois, à la fin avril, début mai. Il y a évidemment toutes ces histoires là, de conflits canado-états-uniens font lancer plein d'idées un peu farfelues parfois, folles également. Vous avez peut-être vu ça, le projet d'un petit groupe de personnes, projet qui s'appelle NATO-L. Il n'y a rien à voir avec NATO, l'OTAN en anglais, mais NATO-L qui est un projet de câble électrique sous l'Atlantique qui relierait le Québec et la Grande-Bretagne. C'est quand même un peu drôle. Évidemment, on sait là, que le Québec vend de l'électricité à l'extérieur de ses frontières. Il y a des interconnexions vers l'Ontario, d'autres vers le nord-est des États-Unis. Eh bien, cette idée donc d'un câble qui relierait l'Angleterre, selon ses principaux partisans, là, aurait plusieurs avantages. Bien évidemment, ça permettrait de vendre l'électricité peu chère du Québec à un pays, l'Angleterre, où l'électricité est très chère. Là, on parle de presque 3 fois plus cher que chez nous. Donc, il y aurait certainement un gain là, très important des profits à aller générer de ce côté-là. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'une des contraintes majeures qu'on a actuellement au Québec en matière d'énergie, il y a évidemment la quantité d'énergie, mais il y a aussi la demande à tout moment, ce qu'on appelle la puissance. Hein. On parle souvent des périodes de pointe, c'est-à-dire qu'on consomme beaucoup d'énergie en un court laps de temps. Et ce qui est vraiment intéressant d'une interconnexion avec l'Angleterre, c'est qu'évidemment, la pointe, là, le moment où on revient à la maison, on se chauffe, on fait à manger, on parle à la sécheuse, là, toutes ces choses qui consomment beaucoup d'énergie, bien, la pointe, elle ne survient pas au même moment parce qu'évidemment, il y a ce décalage de 5 heures entre le Canada et l'Angleterre. Donc, ça permettrait d'équilibrer les pointes. Et même dans une certaine mesure, peut-être que l'Angleterre pourrait nous renvoyer de l'énergie en plein milieu de la nuit pour eux quand c'est notre heure du souper, au moment où on consomme beaucoup, et donc d'éviter de devoir construire trop de capacité additionnelle. Le coût du projet est estimé à 35 milliards de dollars, et ça, encore une fois, c'est en dollars d'aujourd'hui. Juste pour vous donner un aperçu, là, la ligne d'interconnexion vers la Nouvelle-Angleterre va coûter 900 millions. Là, donc, mettons, 1 milliard. Donc, c'est 35 fois plus que l'interconnexion vers la Nouvelle-Angleterre. Donc, l'ancienne Angleterre a plusieurs avantages. Mais je pense qu'avant qu'on mette 35 milliards de dollars dans ce projet-là, il va y avoir peut-être d'autres petites priorités. Un TGV, peut-être, ou augmenter nos dépenses militaires. On revient plus près de chez nous, là, parce que bon, il y a des limites à parler de militarisme et de Donald Trump. Vous l'avez vu, l'inflation au Canada est repartie légèrement à la hausse. On était à 2,6% de février 2024 à février 2025. Plusieurs facteurs. Le logement continue d'être problématique, surtout le logement hypothéqué, là, les propriétaires. Pourquoi? Parce qu'on est encore dans cette phase de renouvellement des gens qui ont emprunté il y a 4 ou 5 ans sur des termes donc de 48 ou 60 mois, qui viennent renouveler des prêts qui étaient à 1,8, à 2, à 2,2% et qui viennent renouveler à 4, 4,2, 4,5%. Donc, forcément, ça fait fortement augmenter le coût là, du prêt hypothécaire. Donc, il y a cette dimension-là. L'énergie pétrolière, notamment, là, a augmenté d'environ 5% d'année sur année. Donc, c'est aussi un facteur aggravant. Ceci dit, 2,6%, ça reste à l'intérieur de la fourchette de 1 à 3. Il y a aussi le fait que le congé de TPS est arrivé à son terme. Donc, selon toute vraisemblance, il n'y a pas matière à s'inquiéter. On n'est pas là, reparti vers une forte hausse comme on l'a vécu il y a 2 ans. L'autre élément qui est quand même intéressant pour moi, c'est qu'il y a aussi un rapport qui a été publié plus tôt cette semaine qui montre que les Canadiens, la confiance des Canadiens envers l'économie est à son point le plus bas encore que pendant le pire de la pandémie, là, pour vous dire. Évidemment, ces menaces de tarifs, l'économie qui fait du surplace et tout ça n'aident pas. Et donc, généralement, quand la confiance des consommateurs est très basse, ça augure pas de fortes poussées d'inflation parce que quand votre confiance est basse, vous n'allez pas partir là, à magasiner, à acheter toutes sortes de choses. Donc, la demande des consommateurs a tendance à être faible pendant des mois après cet indicateur-là. Donc, encore une fois, l'inflation sous contrôle. Toujours chez nous, Couche-Tard a annoncé des résultats relativement, sans éclat, là, des résultats qui étaient conformes aux attentes des analystes. Pourtant, l'action a bondi là, au moment de l'annonce. Pourquoi? Parce qu'on s'attendait
quasiment que malgré les prédictions des analystes, qu'il y ait une contre-performance. Ben non, ils ont atteint l'objectif qui avait été annoncé, fixé et décortiqué par les analystes. Donc, l'action a pris 6 et quelques points de pourcentage en séance. Il faut dire que depuis quelques mois, elle en avait perdu 15%. Là, donc, c'est plus un retour là, vers sa moyenne de la dernière année. Couche-Tard, évidemment, qui est le principal groupe en lice là, pour acheter l'immense conglomérat japonais 7&I Holdings, donc le propriétaire de 7-Eleven, une chaîne de dépanneurs donc au Japon. Couche-Tard est vraiment là, presque seul au monde, hein, vous le savez, c'est un des principaux acteurs dans ce marché-là du dépanneur. Par contre, le Japon a tellement de particularités. Les dépanneurs là-bas, c'est pas les dépanneurs chez nous, c'est beaucoup plus sophistiqué, il y a du service personnalisé, c'est un commerce de proximité. Chez nous, on s'entend, là, un Couche-Tard, c'est relativement impersonnel. Je veux dire, je ne sais pas combien d'entre vous connaissez le gars qui est au Couche-Tard. Moi, personnellement, il change trop souvent pour que je puisse me rappeler de son prénom. Mais tout ça pour dire, donc, il y a comme peut-être un conflit culturel et les Japonais, donc évidemment, qui voient cette immense entreprise qui pourrait passer sous des mains étrangères, hein, ben, c'est comme la réciproque de ce qu'on vit souvent au Québec quand on voit des grands sièges sociaux partir là, entre les mains d'entreprises américaines, européennes et autres. Donc, il y a cette espèce de tension là, à savoir si le deal va pouvoir aller de l'avant en raison de la dimension culturelle. Bref, Couche-Tard reste en lice. L'offre de Couche-Tard, la dernière qui a été formulée, est bien supérieure à la valeur actuelle de l'action là, en bourse sur le Nikkei à Tokyo. Donc, il va falloir voir comment ça se goupille. Et je termine avec cette drôle d'histoire. Là. Vous l'avez vu, suivi, entendu. C'est dans la grande région de Montréal, dans la ville de Blainville. Il y a cette entreprise Stablex là, qui traite des déchets dangereux. La ville de Blainville ne souhaitait pas que Stablex utilise un terrain là, qui était disponible, on va se le dire comme ça. Un terrain qui est zoné industriel, où il y a eu de l'entreposage d'explosifs. Là. On est loin là, d'une forêt vierge, mais c'est à proximité quand même d'une zone sensible. Et donc, le gouvernement du Québec, le gouvernement Legault a exproprié Blainville pour vendre le terrain à Stablex. Et évidemment, c'est en train de devenir là, une affaire d'État avec un grand E. Donc, tout ça est assez surprenant, franchement. Évidemment, la manière de procéder du gouvernement Legault, mais inversement, Stablex fait valoir que 70-80% des matériaux qu'elle reçoit lui proviennent des villes. Donc, ultimement, là, l'UMQ, la Fédération des municipalités, tout le monde semble être contre le gouvernement Legault, mais ultimement, si on ne donne pas ce terrain-là, si on ne vend pas ce terrain-là à Stablex, où vont aller les déchets dangereux des villes là, et des entreprises québécoises? C'est la question qui se pose. Il y a un autre terrain, là, Blainville et d'autres font valoir que cet autre terrain-là serait plus conforme, mais le terrain en question là, qui fait débat est à plus d'1 kilomètre des principales propriétés résidentielles, alors que l'autre terrain qui est proposé est à 300 mètres. Je sais pas pour vous, mais moi, avoir un dépotoir de matières dangereuses à 300 mètres de chez nous, là, je vais paraphraser Sarah Palin, là, I can see it from my house, et ça me rend très inconfortable. Donc, encore une fois, j'ai bien hâte de voir comment tout ça va se goupiller. J'ai pas un avis arrêté sur la chose. Bien évidemment, on souhaiterait qu'il n'y en ait pas de déchets dangereux, mais c'est un peu le propre là, de l'économie contemporaine qu'il y en a, puis il faut les mettre à quelque part. Stablex n'est aucunement en cause dans son processus. C'est vraiment le choix du terrain là, qui fait énormément couler d'encre. Et donc, c'est un dossier qu'on va continuer à suivre. Restez évidemment en onde avec nous pour nos deux invités aujourd'hui. On accueille Martin Proulx, qui est un consultant auprès des entreprises en stratégie de croissance et de commercialisation. On va parler là, de la triste fin de la baie, de Hudson Bay Company, qui est en train de liquider ses avoirs. D'ailleurs, au moment d'enregistrer ce balado, il est encore le temps d'aller chasser les aubaines là, à la baie. Ça va fermer bientôt. Les cartes de fidélité vont arriver à échéance début avril. Là, donc vraiment, là, c'est les derniers jours, les dernières semaines de cette grande entreprise canadienne qui est en train de tout liquider. Et on accueille aussi Fabrice Ville, entrepreneur social, chroniqueur. Vous le connaissez, c'est une personnalité des médias. Il vient de publier un livre. Je ne m'essayerai pas avec mon créole amateur, mais il va nous raconter évidemment le titre de son livre, mais surtout son contenu et certainement son parcours. Merci d'être avec nous et on se retrouve dans un instant pour notre premier invité. Si le temps, c'est de l'argent, il faut l'investir là où il y a de la valeur. Vous écoutez « Prends pas ça pour du cash ».
Vous avez certainement vu tout ça passer, la compagnie de la baie du Thon, est-ce que c'est comme ça qu'on dit? La baie, bref. Les magasins La Baie, oui. Les magasins La Baie, mais en fait de Hudson Bay Company, c'est peut-être un classiciste de mon côté, mais a annoncé qu'ils mettaient un terme là, à leurs activités, donc ils se plaçaient sur la protection de la loi sur la faillite. Ça fait évidemment beaucoup jaser là, d'où ça vient, pourquoi, qu'est-ce qui est arrivé, et je me suis dit que j'en parlerais avec un expert, Martin Proulx, est consultant auprès des entreprises en stratégie de croissance et commercialisation. Il est aussi chargé de cours à l'Université de Montréal. Martin Proulx, bonjour, bienvenue au balado. Déjà, peut-être nous expliquer là, qu'est-ce qui s'est passé, là, qu'est-ce qui explique une entreprise de cette taille-là, qui est quand même, je sais pas, dans l'imaginaire canadien, là, une grande entreprise de premier plan, en arrive à déposer le bilan comme ça. À la base, là, on n'a pas d'informations. Hein. C'est une entreprise privée, ouais. Alors c'est des présomptions qu'on peut avoir, c'est des observations qu'on peut partager. Ouais. Alors, la compagnie a fait état d'un taux d'inflation important au cours des dernières années, baisse de l'achalandage, et ainsi de suite. On peut remonter peut-être un peu plus loin dans le temps. Hein. Cette entreprise-là a été acquise par ce fonds d'investissement privé américain il y a 10-12 ans environ. Et s'en est suivi la vente des magasins Zellers, qui était une division de la compagnie de la baie du Thon. J'ai grandi dans un village où il y avait un Zellers. Bon, non, j'ai pas grandi dans un Zellers, mais ça me rappelle de très bons souvenirs. Mon premier album de Nirvana, je l'ai acheté dans la section des disques chez Zellers. Bon. Ouais, voilà. Alors, as-tu gardé ton petit autocollant sur ton album? J'ai perdu tout ça, malheureusement. Ça fait quelques années déjà de ça. Ouais. Alors, bref, Zellers était déjà en difficulté et ça avait probablement engrangé des pertes supplémentaires. Ils ont cédé les baux, ils ont fermé les magasins, ils ont cédé les baux à une entreprise américaine de détail qui s'appelait Target, qui est arrivée ici, mais qui n'a pas fait beaucoup mieux. Ils sont arrivés ici, question de mauvais positionnement dans le marché. Là. Ils avaient une concurrence peut-être un peu trop importante là, par rapport à l'environnement commercial canadien ici. Alors, ça a probablement grévé un peu les comptes de la compagnie de la baie du Thon. Et on a vécu aussi, je pense, une autre restructuration il y a quelques années de ça. Donc, j'étais pas étonné de voir les événements se dérouler. Donc, pour les gens qui sont plus près de ce milieu-là, c'est pas une surprise là, d'arriver à ce dénouement-là. Mais je ne pense pas. Honnêtement, faut comprendre que la compagnie de la baie du Thon avait probablement une clientèle vieillissante. C'est-à-dire que quand on avance en âge, t'es pas encore rendu là, Mathieu. Francis, excuse-moi. Non. Mais quand on est arrivé à mon âge, on n'achète plus une troisième batterie de cuisine, on n'a plus besoin d'électroménager, notre garde-robe est assez bien nantie. Je comprends. Bref, déjà, nos achats diminuent. Et si c'est ou en tout cas, ils se transforment, là, certainement. C'est-à-dire qu'on va aller plus vers les voyages ou d'autres activités ludiques. Mais en termes de la propriété, de la décoration et tout ça, on est bien... La consommation plus courante. Exactement. Donc, cette clientèle vieillissante-là, qui déjà achète moins, entraînait invariablement, à mon avis, là, une baisse des revenus, une baisse des ventes et une baisse d'achalandage au magasin. Oui, parce que par la baie du Thon, juste pour encore une fois, j'y suis pas allé souvent, là, très, très honnêtement, mais je détestais pas ça, mais c'était essentiellement des vêtements puis des choses pour la maison, là, c'est ça? Il y avait comme ces deux lignes de produits-là? C'est-à-dire qu'on avait plusieurs départements, là. C'est un magasin à rayons, department store, comme on disait aux États-Unis. Ils avaient une excellente section cosmétique. Tous les parfums, quand on rentrait, c'est ça, du moins dans le magasin ici à Montréal, au centre-ville. Et puis, ils avaient des meubles, d'électroménager, ils avaient, tout ce qui concerne la cuisine, la décoration aussi, et les vêtements, bien entendu. Donc, c'était un magasin à rayons, comme on les avait il y a 30 ans, et même il y a 40 et 50 ans. Et quand on dit une clientèle vieillissante, ça veut dire que c'est une entreprise qui n'a pas su se rajeunir non plus. Oui, j'écoutais un balado ces derniers jours là, américain, mais où il faisait état là, de la situation, je sais pas comment il appelait ça, là, la guerre des titans, là, mais entre Walmart et Amazon, là, grosso modo. Puis on peut, je sais pas, je me passais la réflexion, tu sais, Walmart qui
qui est pas une entreprise jeune, là, qui est une forme de grande surface avec, bon, eux, il y a l'alimentation en plus qu'il n'y avait pas à la baie, mais ils ont quand même réussi de manière assez surprenante à faire le pivot, le changement. Ils livrent à la maison. Ils perdent encore des parts de marché contre Amazon, mais ils se maintiennent alors qu'on dirait que la baie, moi, les quelques fois où j'ai essayé de magasiner là en ligne, c'était comme une expérience comme un peu archaïque, là, faut se le dire. C'est comme s'il y avait... Ils attendaient que l'Internet passe ou je sais pas c'était quoi leur posture face à ça, mais manifestement, il y a une partie croissante du commerce, toute catégorie confondue, qui se fait en ligne. Puis c'est comme si la baie avait comme jamais vraiment essayé, même à la limite, d'être particulièrement présente là, sur cette... Quand on parle de rajeunissement de la clientèle, il faut aller là où les jeunes générations ont des comportements différents, hein? C'est-à-dire qu'il faut s'adapter. Alors oui, on peut aller voir le site web du magasin La Baie, puis il va être structuré avec un moteur de recherche qui va te permettre d'aller dans les sections et tout ça. Ouais. Un peu lourd peut-être, comme tu le soulignes. Puis des frais Francis. de livraison, puis des délais de 10 jours. Puis c'était comme je dis, là, on était l'opposé d'Amazon. Bon, là, alors, c'est là que j'arrivais aussi. C'est-à-dire que si on veut se rajeunir, il faut avoir les outils nécessaires. Je me suis amusé, moi, Francis. J'ai tapé dans le moteur de recherche des produits. J'ai tapé, par exemple, une batterie de cuisine. Et j'ai regardé dans mon moteur de recherche Google et La Baie n'apparaissait jamais dans la première page. Du moins, j'ai pas feuilleté les autres pages. Là. Alors, je suis allé dans une autre catégorie de produits. J'ai fait couette de lit Queen. Donc, quelque chose de commun qu'on peut acheter chez La Baie. Et là, je suis arrivé en bas de la première page et La Baie apparaissait. Et j'ai tapé un produit là, qui s'en vient estival, là, que les gens vont commencer à magasiner sans doute, des sandales. C'est quelque chose d'un peu banal. Ben ouais. Et encore une fois, La Baie n'apparaissait pas dans le moteur de recherche, dans la première page du moins. À l'inverse, je suis allé voir, puis j'ai tapé perceuse. Et Canadian Tire arrivait en tête de liste. Ouais. J'ai tapé... voyons, un hair fryer, comme on dit en français, la friteuse à air chaud. Friteuse à air chaud, Désolé. Donc, j'ai tapé friteuse à air chaud, et puis Canadian Tire arrivait dans les top 3. Et j'ai tapé balayeuse, Canadian Tire arrivait encore dans le top 3. La première page. Alors, donc, il y a un travail qui n'a pas été bien fait non plus au niveau de la commercialisation en ligne chez La Baie. Nonobstant la facture graphique, le côté user-friendly du site, il y avait quelque chose qui n'avait pas été fait pour assurer un achalandage sur le site. Je comprends. Donc, ces outils-là n'étant pas bien développés, l'offre produit, je vais être honnête, je n'ai pas été visiter moi non plus La Baie récemment, mais l'image que j'en ai, c'est que c'est une offre produit qui est restée assez traditionnelle, assez en ligne avec ce qu'elle était là, 10 ans, 15 ans peut-être. Puis pas particulièrement différenciée. Là. Puis pour être très transparent, là, je c'est pas une déclaration d'amour à Canadian Tire que je vous fais, mais j'ai acheté ma batterie de cuisine, moi, chez Canadian Tire parce que, puis pas parce qu'on les retrouve en première page de Google, mais parce qu'il y a une notion un peu de modernité. Puis on dirait que le mix produit est un petit peu plus, en tout cas, je sais pas, pour moi, là, jeune homme de 43 ans, mais je veux dire, il y a des outils, il y a de la cuisine, il y a du saisonnier, alors qu'on dirait qu'à la baie, comme vous dites, là, les couettes, là, mais les couettes, t'achètes ça comme une fois ou deux dans ta vie, tu sais. Il y a moins cette notion là, d'y retourner, on dirait. Là. C'est pour ça que c'est un magasin à rayon, c'est-à-dire qu'on peut attirer la clientèle dans différentes catégories de produits. Mais faut dire, par contre, que les produits vendus chez La Baie étaient peut-être de catégorie un peu supérieure à ce qu'on retrouve chez Canadian Tire ou chez Walmart. Là. Donc, ils avaient un positionnement un peu plus classe moyenne élevée, si on veut. Alors que Canadian Tire, très familial, très classe moyenne, classe moyenne inférieure, comme Walmart, si on veut. Alors, mais ce manque de définition-là auprès des jeunes générations, Francis, tu fais partie de la génération Y. Limite, X, Y, je suis sa ligne, 82. Donc, il y a un trait d'union entre les deux. Oui, c'est ça. Entre les X et les Y, on va dire. Bon, alors, mais si on prend les... Je suis un vieux millénial, c'est ça que j'aime dire. Voilà. Ou un précoce.
Les Y et les Z, qui sont entrés dans le marché du travail aussi au cours des dernières années, c'est pas des gens qui auraient eu le réflexe de considérer la baie probablement comme destination pour aller acheter une couette, une sandale ou une batterie de cuisine. Parlons de la fête elle-même. Là. Je sais pas si vous avez tous les détails, Martin, mais bon, j'ai lu, là, il y a des fournisseurs qui vont pas être payés. Il y a 10 000 employés qui vont perdre leur emploi. Puis j'étais surpris parce qu'il me semble que souvent, quand on parle de faillite, là, puis on peut en nommer plusieurs, mais il y a comme une tentative de restructurer la patente. Là, Chapter 11 aux États-Unis, là, on se place sous la protection des créanciers, mais avec l'espoir que si on enlevait un peu de dette, puis qu'on... Là, c'est comme, on dirait qu'on a, on a abandonné, là, on a jeté la serviette. J'aimerais un peu comprendre, puis bon, peut-être sous question, mais il va se passer quoi avec c'est comme un centre-ville à Montréal, là, c'est du prime real estate, comme on appelle ça. Là. C'est en plein cœur de la ville. Comment vous voyez ça? Donc déjà, d'un côté, qu'on ait abandonné, puis avec des travailleurs, puis des fournisseurs, puis de l'autre côté, y a-t-il un projet là, qui va émerger de ça? Écoutez, je n'ai pas de boule de cristal, puis je ne suis pas dans le secret des dieux non plus, mais en jasant, comme tu dis, faut comprendre une chose. Si les propriétaires de l'entreprise, ce fonds d'investissement américain-là, avaient voulu faire en sorte que cette entreprise-là fonctionne, ils auraient investi au cours des 10 dernières années. Ce qu'ils n'ont pas fait. Hein? Donc, je dis, l'offre n'a pas évolué, le marketing numérique n'a pas été bien implanté. J'étais devant la façade du Labé hier pour une autre entrevue, et puis je regardais le building qui... Dans mon souvenir, était un beau building. Mais là, je te dirais qu'il y a besoin d'amour là, actuellement. Là. Il n'a comme pas été entretenu. Il n'a pas été entretenu non plus. Alors, donc, j'ai l'impression que c'est comme si on avait laissé aller d'une certaine manière cette entreprise-là, mythique au Canada, et qui, parce qu'on le rappelle, là, c'est la première marque de commerce canadienne. Là, la compagnie de la baie du Thon, c'est la baie du Thon. 1667, là. C'est ça. La traite des fours, là, non? C'est un peu ça. Là, c'est l'origine, du moins. C'est 350 ans d'histoire. Là. C'est fou quand on y pense. Donc, oui, et c'est triste d'une certaine manière pour les Canadiens, dans le fond. Mais, en faisant des petites recherches, j'ai constaté que cette compagnie américaine-là, qui est propriétaire des magasins La Baie, est aussi et principalement un fonds d'investissement immobilier. Alors, mettons ces beaux buildings-là qui sont au centre-ville de Montréal, de Toronto, là. Quelle est la valeur au pied carré de ces immeubles-là? Vous dites qu'ils ont acheté ça il y a 10-12 ans, là, ça a donc comme triplé de valeur, là, on va se le dire. Ouais, okay. Fait que juste sur le jeu immobilier, potentiellement que ça atténue en grande partie leur perte. Mais ce faisant, ils détruisent un symbole. C'est quand même un peu, comme vous dites, un peu triste. C'est terriblement triste, mais ces Américains-là n'ont pas d'émotion. Là. Ouais. Je veux dire, c'est un fonds d'investissement. Alors, il n'y a pas d'enjeu de leur côté, que ce soit sur le plan social ou sur le plan humain. Alors, l'entreprise va fermer, à moins qu'il y ait un acheteur là, qui se présente, là, mais honnêtement, un acheteur qui ramasserait ce qui reste de l'entreprise, ça serait un acheteur qui aurait le goût du risque, je pense. Oui, c'est ça. Courageux courageux, avec une vision. Ce serait un mécène, même, je dirais. On en connaît quelques-uns. On pourrait les inviter sur le balado pour leur proposer la patente. Il y en a d'autres détaillants au Canada qui ont pignon sur rue, qui sont dans des domaines plus ou moins comme ceux de La Baie. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer de cette histoire-là, de cette fin d'histoire-là pour La Baie? Je pense à un Simons ou à d'autres, même magasins à rayons, grande surface. Manifestement, Zellers, ça n'a pas marché. Target, ça n'a pas marché. La Baie arrive à son terme. Les Walmart semblent bien fonctionner, paradoxalement. Les Canadian Tire, vous le mentionnez. Est-ce qu'il y a une leçon à tirer d'une histoire comme celle-là? Il faut évoluer avec la clientèle, il faut évoluer avec les besoins, il faut évoluer avec les comportements, avec l'évolution des comportements des consommateurs. On parlait d'achat en ligne tantôt. L'an passé, là, c'est 70-75% des Canadiens qui ont fait des achats en ligne. Là. Alors, enlevons les enfants. Faut être là. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'on fait tous nos achats en ligne, mais il y a une croissance incroyable par rapport à 2019 aujourd'hui sur le nombre d'achats qui sont faits en ligne maintenant. Okay.
soyons très, très pragmatiques. Je l'ai dit en introduction de l'émission, Martin, c'est la fin, mais c'est pas tout à fait la fin. Il y a comme un genre de vente, de liquidation, le rara qui est en cours pour quelques semaines, si j'ai bien compris, là, jusqu'à épuisement des stocks. Jusqu'à épuisement des stocks. Y a-tu des bonnes affaires à faire dans des histoires comme ça, ou c'est un peu une magouille là, qu'on ramasse des vieilleries? Puis, Non, je pense que c'est quand même des magasins qui avaient des inventaires, là, c'est pas des inventaires qui dataient de plusieurs années. Donc, là, ça vaut la peine, là. On sort du studio, puis on va faire... Ben, si t'as déjà tout qui est cuisine, là, t'as pris chez Canadian Tire. Mais tu pourrais en avoir une plus belle, par contre, là, en laiton, avec... Je sais pas si ma blonde va écouter le balado cette semaine, mais le samedi, des fois, je vais chez Canadian Tire avec aucun objectif. Juste le plaisir de te promener dans les allées. Ben oui. Là, des fois, tu sais, je sais pas, des graines pour les oiseaux, un Swiffer. Je me laisse, inspirer. Ça pourrait faire une belle activité ou de week-end d'aller dans les vestiges de la baie. Je pense que les consommateurs auraient intérêt, justement, okay. peut-être. Il y a des bonnes affaires à faire. C'était ça ma question, Martin Proulx. J'en suis convaincu. J'ai pas été vérifié, là, mais je suis convaincu que là, on veut écouler les stocks, puis on veut pas éterniser non plus le processus, là. Ce qui est triste, par contre, là, c'est qu'ils aient annoncé qu'ils n'en auraient pas les points accumulés, les cartes de fidélité Labé, les points accumulés qui représentent quand même quelque chose comme 50 millions. Ah oui. De dollars. Donc, si vous avez des points Labé, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire qu'il y avait une date limite. Là. Je me souviens pas de la date. J'ai vu ça, c'est en avril. Là, fait qu'il y a peut-être encore temps là, de les réclamer. Peut-être le 2 avril, autour de ça. Bon. En même temps que les tarifs, c'est parfait. Oui. Mais ce qui est triste, c'est les cartes cadeaux. C'est-à-dire que si tu avais acheté une carte cadeau à ta blonde, qu'elle allait s'acheter une belle batterie de cuisine, là, Francis, à ce moment-là, si elle n'utilise pas sa carte cadeau dans les délais, elle va perdre de l'argent. Et ça, une carte cadeau, c'est quand même une valeur. Là. On a payé pour la carte cadeau. Et ça, je trouve ça, je trouve dommage qu'ils soient stricts dans leur politique de respect. Ce segment était une présentation de Myers, batterie de cuisine. Je blague. Martin Proulx, merci beaucoup d'être venu en studio. C'était très intéressant. Puis c'est évidemment un dossier là, qui est à la fois triste, mais intéressant pour moi. Puis pour nous, je pense les auditeurs qui regardent justement là, ce domaine-là du commerce de détail, des grandes surfaces, de l'arrivée du commerce électronique et de ses impacts là, sur la société, sur l'économie canadienne. Donc, merci beaucoup d'avoir jeté vos lumières sur ce dossier qui nous occupe. Je sens que c'est pas la dernière fois qu'on en parle. Hein. Vous êtes très populaire ces temps-ci. Je vous ai vu à la télé. Oui, écoutez, ça, c'est peut-être juste une question d'apporter un peu de complément d'information auprès des médias. Alors, ça me fait plaisir d'être là, Francis. Sans doute, Martin. Merci beaucoup. Je rappelle, Martin Proulx, que vous êtes consultant auprès des entreprises en stratégie de croissance et commercialisation et chargé de cours à l'Université de Montréal. Merci et à bientôt. Au revoir. Un flux sans interférence. Pour une écoute plus que rentable. Prends pas ça pour du cash. Je suis vraiment très content de vous présenter notre prochain invité, Fabrice Ville. Je ne sais même pas comment le décrire. Là. Il est toute chose et son contraire. Bref, je l'ai connu, moi, comme entrepreneur social à la tête d'une association, un organisme pour 3 points. J'ai été philanthrope, d'ailleurs. J'ai donné de l'argent à cet organisme-là plusieurs années. Il est chroniqueur. On l'entend sur toutes les plateformes. Il était dans le Devoir. Par le passé, dans le Devoir, maintenant à la presse. À la presse, voilà. Exact. Il faudra progresser éventuellement, puis t'élever jusqu'au Journal de Montréal, un ticket, mais je blague, évidemment. Fabrice Ville, je l'accueille parce qu'il vient de publier un livre qui s'appelle « Bon garçon, compliment égaré ». Vous m'excuserez mon créole approximatif, mais donc c'est un roman... c'est comme un récit autobiographique. Un peu un mémoire, un peu. Voilà, Fabrice, et dans lequel, évidemment, j'ai pas lu le livre, tu vas me le prêter, je vais le lire, puis j'en ferai un petit topo, mais dans lequel tu racontes, évidemment, ton parcours, le parcours d'un jeune noir, montréalais, premier de classe, tout lui sourit. Non, mais je te flatte pas. Je t'écoute. Ce sont les faits. Un parcours que tu décris toi-même comme étant parfait et à un moment donné, il y a comme des remises en question qui commencent à émerger. Puis donc, raconte-nous un petit peu là, justement ce parcours-là. Puis où est-ce que tu as commencé à voir des Y dans le chemin de la perfection? Ouais. Ben écoute, merci de m'accueillir à nouveau. Je suis très content
content d'être ici. Je dirais à la base que c'est vraiment une histoire assez simple, cette histoire-là. C'est l'histoire d'un jeune petit gars qui a besoin d'amour, qui cherche l'amour, puis finalement, cet amour-là, il le cherche à travers la réussite, mais il cherche à la mauvaise place. Fait que finalement, c'est comme tout ce qui est célébrité, tout ce qui est pouvoir, tout ce qui est la croyance de pouvoir sauver le monde. C'est à travers ça qu'il cherche en fait son amour. Puis malgré le fait que, tu as parlé de mon parcours, je me suis beaucoup engagé socialement. Ça a été un peu ça les remises en question. Donc quand je prends un pas de recul, je dis tout ça parce que il y a plein d'éléments spécifiques auxquels on peut se rattacher dans le livre, mais c'est l'histoire du petit gars qui veut réussir, puis qui dit finalement, il semble que la réussite que je connais, elle est différente. Moi, j'ai grandi dans l'Est de Montréal, d'origine haïtienne. Tes parents faisaient... Mon père était ingénieur, ma mère était quand même des infirmière. Gens éduqués, là, de bonne famille, comme on dit. Éduqués, et qui l'ont pas eu facile non plus. Le parcours immigrant de gens qui ont littéralement bâti le Québec, mais en même temps, à travers beaucoup de difficultés, les infirmières, elles l'ont pas facile. C'est pas le cas aujourd'hui, ça l'était pas à l'époque non plus, quand ma mère, elle travaillait. Mon père, ça a pris très longtemps avant qu'il termine ses études à l'ETS parce qu'il devait mettre de l'argent mettre de la nourriture sur la table. Il devait soutenir la famille. Trouver un emploi était pas facile. Il a dû faire du taxi en deux projets, mais il avait son diplôme d'ingénieur quand même. Je raconte tout ça parce que le parcours immigrant que j'ai observé chez mes parents, moi, quand j'ai grandi, j'ai été porté un peu par le souci de bien faire les choses comme petit jeune qui grandit à Montréal. Ensuite, je me retrouve à avoir des parents qui m'envoient dans des écoles privées les plus réputées. Donc là, je suis façonné par certaines valeurs très élitistes, disons-le comme ça. C'est ça, classe moyenne supérieure. C'est vraiment là, je les ai connus, là, les fils de premiers ministres, les fils de grands entrepreneurs, etc., etc. Je me retrouve à occuper des emplois qui sont représentatifs comme pratiquer le droit. Dans un grand cabinet, tu devais gagner 2-3 $, là, j'imagine. Là, fois quelques dizaines, puis on se retrouve là. Je gagnais mieux à une certaine époque, il y a environ un peu plus de 10 ans qu'aujourd'hui. Là, fait que c'est quand même... les salaires étaient pas les mêmes. Et tu fais ça, puis je veux pas faire ta psychologie, Fabrice, mais tu fais ça, j'imagine, est-ce qu'il y a un sentiment comme de dette envers, mes parents l'ont eu dur, ils m'ont payé ça. Y a-t-il une partie que c'est comme je vais les rendre fiers? C'était pas tant un sentiment de dette, plus que le souci de se conformer. Puis d'obéir, puis de dire oui. C'est vraiment ça. Donc moi, je me suis pas posé 12 000 questions. Puis on t'a poussé à être avocat, tu sais, comme oui. Oui, moi, en c'était fait, médecin, ou tu sais, les gens, il y avait comme 4 choix. Exact, médecin, avocat. Ingénieur, ça faisait partie. Puis tu sais, c'est littéralement, tu sais, dans ce parcours-là, être sage comme une image, moi, je l'ai fait pendant très longtemps. Ensuite, quand vient le temps de faire les choix professionnels ou même d'études, comme bien des parents, mais incluant chez le parent haïtien, je dirais même particulièrement chez le parent haïtien, t'as ingénieur, avocat, médecin, infirmière, puis en Haïti, t'as agronome aussi. Fait que là, mais c'est assez restreint, puis le reste, c'est des jobs qui sont pas sérieuses, fait que ça m'a mené vers un chemin où j'ai fini par être avocat. Et je combine ça avec le fait que le cégep où je suis allé, tous mes amis allaient en droit de toute façon. Fait que j'ai juste suivi le parcours tout tracé. Mais c'était pas une dette, c'était juste je fais qu'est-ce qu'on me demande. Puis je me pose pas de questions. Et à un moment donné, ces jobs pas sérieuses, comme tu les appelles toi-même, t'as fait le pari de faire ça. Donc, t'as quitté le droit pour te lancer, donc pour lancer, là, c'est quelque chose que tu as créé de toute pièce, un organisme visant justement à redonner, je pense, à la communauté, notamment là, à la communauté haïtienne, en tout cas toutes les différentes populations là, qui avaient besoin peut-être de ce soutien-là pour 3 points. Donc, et c'est ce que tu racontes dans le livre, là, si je comprends bien. Ça fait partie. Comment, tu sais, c'est quasiment, je sais pas, le jour que tu as pris cette décision-là, c'était un jour, en fait, comment on annonce ça à ses parents? Mais c'était pas une épiphanie. Okay, c'est pas un jour je me suis levé, je me suis dit, hey, je vais faire ça. Parce que
je pense, nos vies sont complexes, là. Pas juste la mienne. Toutes nos vies sont complexes. Il n'y a pas une chose qui caractérise nos vies. Puis dans ma vie à moi, oui, je suis allé dans les collèges privés, puis j'ai eu le chemin de tracé vers la vie d'avocat, etc. Mais en donnant pas moins que... probablement parce que j'ai grandi dans l'Est de Montréal, où il y a beaucoup de pochettes de pauvreté. Parce que j'ai fréquenté plusieurs quartiers où j'en ai vu la pauvreté dans ma vie, où je dirais même des quartiers appauvris, parce qu'ils sont pas fatalement pauvres. Là. On les appauvrit, malheureusement. Ouais. J'en suis venu, pendant très longtemps, comme jeune, à me constater qu'il y avait vraiment des écarts, en fait, en des classes sociales, des inégalités. De plus en plus. Et il y en a de plus en plus. Et je me suis toujours dit, il me semble que je devrais faire de quoi par rapport à ça, mais je savais pas quoi. Ça m'est toujours resté. Fait que quand j'ai décidé de fonder pour 3 points, c'était pas sur un coup de tête. C'est parce que je me retrouvais au palais de justice de Montréal, puis je revoyais des amis d'enfance. Comme avocat. Ouais. Et moi, je revoyais des amis d'enfance des quartiers que j'ai fréquentés, puis je les revoyais eux autres, ils faisaient face à des accusations criminalisées. Ouais, okay. Et là, je me suis dit, là, la réussite peut pas être... Je m'en vais au centre-ville, dans mon bureau, au 26e étage, au coin de Metcalfe et Sherbrooke, puis je suis heureux, puis j'oublie ça. Fait que ça m'a invité fortement à fonder l'organisation. Fonder l'organisation m'a mené à une crise existentielle parce que je me suis dit, est-ce que je veux faire ça juste à temps partiel? J'ai quitté la pratique du droit pour me consacrer. Fait qu'il y a eu un moment où tu avais les deux. Là. J'avais les deux. C'est là où je t'ai rencontré. Exact. Puis tu parles, je sais pas si c'est dans le livre, mais missionnaire, c'est ça? Oui. C'est une mission, hein? Tu es animé là, d'un désir qui est plus grand que toi, là, puis bon, tu le décris bien, mais et ça aussi, ça devient épuisant à un moment donné. Oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, là, explique-moi, t'es plus à la tête de Pour 3 points maintenant. Non, c'est tout récent. Est-ce que tu t'es épuisé de cette vie Le choix de quitter, c'était pas par épuisement. OK. Le choix de quitter, c'était peut-être... c'est drôle, hein, on a notre ami politicien, Gabriel Nadeau-Dubois. J'ai pas un ami personnel, je le connais pas, le gars, personnellement. Qui a tiré sa révérence ces derniers jours. Exact. Hein? Le mot qu'il a utilisé, c'était l'usure, en fait. Puis je vais pas emprunter de son expérience pour parler de la mienne, mais je pense que c'est vraiment le passage du temps, en fait. Avec le temps, ça faisait quand même plus de 10 ans que j'étais, presque 15, que j'avais fondé l'organisme. J'avais travaillé fort pour le construire. J'avais longuement réfléchi à la relève de l'organisation. J'étais rendu à autre chose, à faire des travaux dans l'espace médiatique. Donc, il y avait toute une série de choses qui m'ont mené à passer le flambeau puis à laisser l'organisme partir de ses propres ailes. Un peu d'usure, oui, de la fatigue. La fatigue, mais tout à fait entre-temps, entre la fondation puis aujourd'hui, le chapeau de missionnaire, il est épuisant. Le chapeau du gars qui veut même sauver le monde puis il veut tout changer, ça fait en sorte qu'à un moment donné, on change peut-être pas tout. Puis c'est ça que finalement, tu changes pas tout. Puis je veux dire, je veux rien t'enlever. Il t'a fait énormément de bien, mais à quel prix? Beaucoup de besoins là, dans la planète. Là, exactement. Tu fais ton morceau, mais ouais, je comprends. J'aimerais peut-être en terminant parler du titre. Oui. Bon garçon. Là, comme mon titre est un peu rouillé, mais bon garçon, compliment égaré. Bon garçon. Oui. Jusque-là, ça va? Jusque-là, ça va. Explique-moi les 2 autres mots. Là. Où est-ce que tu nous emmènes avec un titre comme celui-là pour ceux qui nous regardent à la télé? Oui, c'est bon. Puis il y a le sous-titre aussi. On aura le temps d'aller au sous-titre. Mais compliment, c'est comme quand on dit compliment à quelqu'un. Okay. Mais en fait, en créole, quand on dit compliment, ça veut dire bravo, félicitations. Okay. C'est une manière de féliciter quelqu'un. Puis la raison pour laquelle je mets ça, c'est que souvent, moi, ça m'arrivait souvent de me faire conduire au palais de justice par des chauffeurs de taxi haïtiens. Quand ils se rendaient compte que j'étais avocat, ils me disaient compliment. Mais ce que je trouvais ironique, bravo. Mais ce que je trouvais ironique, c'est que souvent, les clients que je représentais, c'était pas les clients dont je suis le plus fier, tu sais. Il y a quand même une dichotomie entre bravo à toi, mais je suis fier. Puis égaré, ben, c'est curieux, mais je pense, c'est une insulte en créole, dire égaré, ça veut dire idiot ou imbécile. Comme on dit, t'es perdu. Mais la notion d'égarement, moi, je l'aime. Moi, j'aime ça, l'idée de se sentir les sentiers battus des fois. Je pense que le monde, en ce moment, a besoin de sortir de ce qu'on connaît, ce qu'on a toujours fait, parce que le monde n'est pas dans la meilleure des situations, puis s'égarer un peu nous ferait peut-être du bien. Donc, c'est ça le titre. Et le sous-titre,
Timonicite en vagabondage chez les élites, c'est le jeune enfant d'ici qui est en vagabondage chez les élites. Ça le dit, c'est du français. Donc, ça laisse un peu un clin d'œil ou Timonicite en vagabondage chez les élites. Je disais qu'on terminait là-dessus, mais c'est pas vrai qu'on terminait là-dessus parce qu'il y a quelque chose qui m'interpelle là-dedans. Tu viens d'une famille haïtienne. Je pense pas deviner là, les circonstances qui ont amené tes parents à venir ici, mais tu sais, je peux m'imaginer que c'est pas un choix qu'ils ont fait c'est pas facile, avec bonheur. Exact, ça, bon, exact. Et là, ils t'emmènent et t'es né ici. Oui, moi, et donc, tu as du parcours stellaire, là, compliment. et tu gagnes des milliers de dollars, puis tu fais le choix de sacrifier cette carrière-là pour t'engager envers une cause qui est très importante. Et là, maintenant, tu dis, bon, t'as quitté maintenant cette histoire-là. Et je voudrais parler du mot élite, en fait, parce que dans ma tête, là, Fabrice, c'est pas une insulte, mais tu fais partie de l'élite. Je te vois à la télé, t'écris dans le journal, je devine que t'as 2-3 $ de côté. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, on entend un petit peu là-dedans que t'es en vagabondage. C'est-à-dire que c'est comme, as-tu un sentiment d'imposteur? Ou comment tu... c'est une bonne question. Moi, je te place dans l'élite, mais après, je veux pas c'est une bonne question. Rien, là, mais, je m'exclus pas des élites. Quand on lit le livre, même en fait, quand on lit le livre, aux premières pages, on peut penser que je parle d'autres personnes. Mais c'est de toi dont je parle pas mal de moi. Puis, fait que vraiment, je parle de moi, mais je parle d'autres personnes aussi. Fait que je m'exclus pas, là. J'en fais partie. Tu en fais partie. Est-ce que tu veux en faire partie? Tu sais, je sais pas. Tu parles de Gabriel Nadeau-Dubois. C'est l'élite, là. Je veux dire, c'est quoi? C'est les décideurs de la société. C'est les gens qui ont un micro. Des gens. C'est quoi ton rapport à ça, l'élitisme ou, tu sais, la faire partie de l'élite de la société québécoise? C'est une bonne question. Je pense, je pense que c'est pas un choix rendu là. Tu sais, moi, mettons, là, quand j'ai fréquenté les collèges privés toute ma vie, avec tous les bénéfices que j'en ai tirés, avec tous les privilèges que j'en ai tirés, c'est pas... moi, je changeais pas la couleur du ciel. Ça m'a construit. Donc, j'appartiens à ce milieu-là qui fait en sorte que je connais un Francis Gosselin qui va me dire hey, viens-t'en pour parler de ton livre. Ça veut dire que je ne rejette pas ça. Puis même si je voulais le rejeter, c'est pas une question de choix. J'en fais partie. J'ai été construit par les élites. Maintenant, je pense qu'il y a une différence entre l'élite. Donc, pour moi, je l'ai défini un peu comme c'est parti d'un groupe select pour une raison ou pour une autre. Des fois, c'est l'argent, des fois, c'est le talent. C'est pas un ensemble de choses. Mais l'élitisme, ça, je lutte contre. L'idée de dire je me prétends mieux, puis je suis pas mieux, mais je me prétends mieux, ça, j'en ai contre. Parce que j'ai plus d'argent, je suis plus intelligent, ça, j'y crois pas. Non, ça, je suis contre. L'actualité nous démontre plutôt le contraire, je te dirais, Fabrice. Bref, tu as écrit ça. C'est un récit autobiographique. Est-ce que c'est le premier d'une série? Est-ce que tu vas te lancer dans, je sais pas, une forme romanesque ou peut-être un traité de droit? Ou est-ce que c'est un one-off? Puis, je sais pas encore. J'adore écrire. T'aimes ça? Ouais, c'est ça? J'adore écrire. Expérience concluante. J'aime beaucoup écrire. Je vais le voir, quelle est la réception. Je vais me reposer aussi, parce que ça a été un beau, gros travail, cet ouvrage-là. Et je vais sûrement écrire quelque chose d'autre, mais je ne sais pas dans quelle forme. Est-ce que c'est un roman ou un essai? On va voir. Bref, Bon Garçon, compliment égaré, Timonicite en vagabondage chez les élites, disponible dans tous les libraires, tous les bons libraires de la province. D'ailleurs, on connaît très bien l'éditeur de Saint-Jean, qui est d'ailleurs un extraordinaire éditeur et qui prend la peine d'aller cogner à la porte de toutes les bonnes librairies pour s'assurer qu'on puisse le trouver. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Fabrice Ville. Vraiment intéressant. J'ai très hâte de le lire. Je lisais quelques titres, là, Cash Rules Everything Around Me. Ça me rappelle quelques années de Wu-Tang. Je suis pas noir, mais tu sais, quand même, hein, la culture. Le hip-hop, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans le studio. Ça fait plaisir. Pour obtenir une réponse à vos questions, écrivez à Francis et Philippe à l'adresse studio@commercial-cube.radio. Merci d'avoir été avec nous à l'émission aujourd'hui. C'est évidemment une autre émission très intéressante. En dépit de l'absence de notre ami Philippe Richard Bertrand, vous m'excuserez de la construction dans les studios au moment où on enregistre le balado. On va essayer de finir le show de manière un peu convenable. Je voulais vous parler d'une affaire qui me fascine ces jours-ci. Vous le savez, avec toute l'incertitude qu'il y a dans le monde, le prix de l'or a atteint des nouveaux records. Ça a dépassé la barre des 3000 $ l'once. Il se passe plein d'affaires. La Suisse est en train de recouler l'or pour la mettre au standard
producteurs américains pour l'exporter parce que certains ont peur que les tarifs douaniers de M. Trump s'appliquent à l'or, donc on rapatrie l'or dans les voûtes là, new-yorkaises et tout ça. Mais ce qui m'intrigue vraiment beaucoup et qui m'intéresse particulièrement, c'est qu'il y a le Ghana, qui est le deuxième plus grand producteur de cacao au monde, donc le cacao qui est un ingrédient essentiel pour le chocolat, est aussi l'un des plus gros producteurs d'or de l'Afrique. Et donc, il y a quelque chose qui se passe actuellement qui est assez particulier, c'est que l'or se retrouve dans le sous-sol ghanéen et donc il y a des gens qui actuellement sont en train de détruire entièrement les champs pour forer dans le sous-sol, essayer de voir s'il y aurait de l'or et ce faisant détruisent les cultures de cacao. Et donc, à mesure que le prix de l'or augmente, devinez ce qui se passe, le prix du chocolat augmente parce qu'évidemment, on détruit ces champs entiers, donc on détruit de la production potentielle, de l'offre potentielle de cacao, alors que la demande, elle est plutôt constante, voire croissante. Donc, il y a cette espèce de corrélation un peu particulière, un peu absurde entre ces deux situations. Les foreurs d'or au Ghana, en l'occurrence, la plupart, ou en tout cas une grande proportion, sont des foreurs qui sont illégaux. Donc, ils viennent là quand les fermiers ne sont pas là, sur des terres qui ne leur appartiennent pas. Et donc, ils creusent dans le sous-sol. Et donc, on pourrait dire, mais il n'y a qu'à remettre la terre. Non, parce qu'en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on creuse et ensuite, on détourne le lit de rivière où on va pomper de l'eau dans une rivière avoisinante qu'on utilise pour nettoyer la terre et faire ressortir l'or de cette espèce de melting pot. Et pour s'assurer de bien trouver l'or, on rajoute des produits chimiques et donc on fait ça en plein milieu des champs et donc ça fait en sorte que la terre qui était jadis arable est désormais complètement anéantie. On ne peut plus y faire pousser quoi que ce soit. Donc non seulement ça fait momentanément augmenter le prix du cacao, mais ça pourrait avoir un impact durable et pérenne pendant les prochaines années, voire les prochaines décennies sur le prix du chocolat dans le monde. Quand je vous dis que ça va mal, en plus que ça va mal, on peut même plus se payer de chocolat. Imaginez-vous donc. Bref, merci d'avoir été à l'écoute aujourd'hui, ce soir. C'était évidemment très intéressant d'accueillir Martin Proulx pour parler de la fin de l'empire de l'abbé, la compagnie de l'abbé du Tson qui va plier bagage, qui a fait faillite et qui va donc, semble-t-il, liquider l'ensemble de ce qu'elle possède. Une entreprise qui a 350 ans d'histoire au Canada qui arrive au terme. Et ensuite, on a accueilli l'ami Fabrice Ville pour nous parler de son livre « Beau garçon, compliment égaré », un livre récit autobiographique, comme il le nomme lui-même. On se retrouve la semaine prochaine en espérant que l'épidémie d'extinction de voix ne me touche pas, ne touche pas Philippe Séguin en régie, ni Hugo Veilleux, notre collègue à la recherche. Merci comme toujours d'avoir été avec nous. Vous pouvez toujours nous écrire studio@cube.radio ou directement sur les médias sociaux. Vous savez où nous trouver. Merci et à la semaine prochaine. Prends pas ça pour du cash. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.